café est une boisson qui est née dans le sud de la péninsule arabique et dans la corne de l'Afrique, Éthiopie, Érythrée, etc. Et l'idée de boire du café donc vient du sud de l'Arabie, Yémen, Oman aujourd'hui, et remonte vers le nord et rencontre un très grand succès dans l'Empire ottoman. Et c'est au sein de l'Empire ottoman donc, que s'ouvrent ces établissements qui peuvent être parfois luxueux, hein, avec de très beaux mobiliers, de très belles cafetières en argent, de très belles tasses, et des lieux à la fois de sociabilité et de raffinement. Mais il y a aussi la version populaire, le café de l'artisan, le café du citadin. Mais le café est en fait un prétexte à la sociabilité, au bavardage, à l'échange d'informations. Donc il est fondamental. Et après, il gagne l'Europe occidentale via Venise dans le courant du XVIe siècle. Et après, gagne la France aussi, fin XVIe, début XVIIe, et rencontre un très grand succès au XVIIIe. C'est le temps des Lumières, donc un des célèbres cafés, c'est le Procope à Paris, par exemple, qui est c'est devenu un restaurant à touristes, mais c'est à l'origine un café littéraire fréquenté par toute la bonne société du siècle des Lumières. Il se trouve que c'est dans ces lieux que vont fermenter un certain nombre d'idées, parce que ce sont des lieux de rencontre, et qui sont situés dans les centres-villes, à proximité, enfin dans les quartiers où les intellectuels aiment à se retrouver. En particulier les intellectuels relativement fortunés. C'est des lieux pour Voltaire, pour Diderot, donc c'est pas des lieux pour le prolétariat. Et puis il y a des quantités d'autres lieux qui ne sont pas des lieux où l'on mange et où l'on boit, et où là on peut avoir des discussions très très prolongées. C'est une période de très grand bavardage, la Révolution, et d'échanges de propos partant dans tous les sens, période d'excès aussi, et où le vin a coulé à flot, hein. On dit même qu'une des causes de la Révolution, c'est qu'on a manqué de vin dans les années 1787-88, que les prix ont trop augmenté à Paris et que ça a provoqué la révolte du peuple. Puis à partir de 1848-50, au moment où on commence à percer des grandes avenues dans Paris, en particulier donc, sous le Second Empire, là s'ouvrent des cafés sur les grands boulevards ou sur les grandes avenues, et ce sont des lieux fréquentés par beaucoup plus de monde, y compris par des gens de milieu modeste qui, le dimanche, marchent, puisqu'on marche énormément au XIXe siècle, et s'arrêtent dans les cafés. Donc l'ère du grand café parisien, avec de la musique souvent, c'est entre 1850 et 1950. Cette institution du restaurant, qui est un mot français, restaurant, hein, c'est restaurer ses forces affaiblies. Normalement, le restaurant, à la fin du XVIIIe siècle, ça n'est pas un lieu, c'est un bouillon très concentré, une sorte de double consommé, fait avec beaucoup de viande, et qui est extrêmement goûteux. Ça s'appelle un bouillon-restaurant. Et le bouillon-restaurant va devenir l'origine du nom de l'établissement restaurant. Alors, les restaurants, c'est une histoire compliquée, parce que effectivement, il y avait des lieux où l'on pouvait manger en dehors de chez soi, ou se faire livrer de la nourriture préparée dans ces lieux à domicile, c'est les traiteurs, lesquels traiteurs avaient le monopole d'un certain nombre de plats, en particulier les plats chauds en sauce. Puis il y avait des tavernes, des auberges, des estaminets, c'est plutôt le nord de la France, où l'on pouvait manger. Et quand on voyageait donc dans les auberges, c'était essentiellement des relais de chevaux, de postes, donc on changeait les chevaux pouvaient se reposer, on pouvait dormir, et on pouvait se faire livrer dans sa chambre ou descendre à la table d'hôte, manger ce qui était préparé par l'aubergiste. Et puis vous avez en Angleterre, à Londres en particulier, un phénomène très particulier qui est celui des lieux où les aristocrates viennent manger. Pourquoi ? Parce qu'à la différence de la France où les aristocrates résident dans leur hôtel particulier, au Faubourg Saint-Germain ou à Versailles, et ont une maison avec du personnel à Paris, plus une maison de campagne qui est leur château, leur résidence secondaire, mais où ils vont peu dans l'année. En Angleterre, au contraire, les aristocrates sont chez eux sur leurs terres. C'est un landlord. Le landlord habite sur ses terres. Et s'il est membre de la Chambre des Lords, il vient à Londres, plusieurs fois dans l'année, et là, il n'a pas sauf exception, les très grandes familles proches de la famille royale, il n'a pas d'hôtel particulier. Donc il a un appartement, voire il loue quelque chose, mais de relativement modeste, avec peu de personnel, et par conséquent, il va manger à l'extérieur. Et il rencontre ses amis à l'extérieur. Et cet extérieur, c'est deux institutions typiquement anglaises qui sont
un, le club, et deux, ce qu'on appelle la taverne. Et la taverne, c'est un lieu très chic, avec des tables et des nappes en tissu, et on peut réserver une table et on mange avec un ami ou plusieurs amis, et puis dans la même salle, il y a d'autres tables, et ce sont des lieux où on mange avec relativement de raffinement, avec de l'argenterie, ça coûte cher, il y a du personnel stylé, mais c'est collectif. Et donc ça, au moment, à la fin, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, où les aristocrates français et la bourgeoisie française sont très férus d'Angleterre, très anglophiles, ils importent un certain nombre d'idées venues d'Angleterre, dont celle de la taverne, et ça va devenir le restaurant. Le premier s'ouvre donc, donc peu de temps avant la Révolution. Il y en a, au moment quand éclate la Révolution, il y en a 7 ou 8 qui existent à Paris, qui sont des lieux assez chics. Éclate la Révolution, donc les aristocrates émigrent rapidement, et arrivent des députés, qui sont les gens de la Constituante, etc. Ils ont des chambres éventuellement chez l'habitant, et ils utilisent ces établissements qui vont se développer énormément sous la Révolution, en particulier au Palais Royal, qui se couvre de restaurants, et qui officie dans ces restaurants du personnel qui auparavant officiait chez les aristocrates. Comme les aristocrates sont ou guillotinés ou émigrés, donc les cuisiniers et le personnel de service n'ont plus de travail, donc ils ouvrent ces restaurants. Les restaurants suivent l'évolution de la mode et des affaires en même temps. Ça devient un lieu où l'on traite des affaires dans le courant du XIXe siècle. À la fois un lieu pour intellectuels gourmets, pour bourgeois gourmands, et pour hommes d'affaires aussi qui traitent soit leurs clients, soit leurs amis, leurs maîtresses, etc. Donc ça devient un lieu, au moment du Second Empire, un lieu de grand plaisir. La phase suivante de développement des restaurants, c'est le tourisme. À partir du moment où, à la fin du XIXe siècle, se développent les lieux de villégiature où l'on va se reposer, soit pendant l'hiver sur la Côte d'Azur, soit pendant l'été à Biarritz, à La Baule, au Touquet, etc. Là s'ouvrent dans les hôtels des lieux de restauration chics, avec des cuisiniers qui souvent d'ailleurs viennent de Paris et qui officient pendant l'été ou pendant l'hiver dans ces hôtels. Et puis avec l'automobile, donc dans les années 30, et le fait qu'un certain nombre de gens qui ont les moyens vont prendre leurs vacances, que ce soit l'hiver, sport d'hiver, début des sports d'hiver, ou Côte d'Azur, ou les littoraux pendant l'été, en particulier bien sûr la Côte d'Azur, là se développent des restaurants à la campagne, parce qu'il faut faire des étapes, et c'est le triomphe de la cuisine de terroir. Et à partir du moment où des guides gastronomiques comme le Michelin disent il y en a où il faut s'arrêter, il y en a qui valent le détour, il y en a qui valent le déplacement, c'est-à-dire où on peut aller uniquement pour bien manger. Là, donc, se développent des restaurants dans toute la France, principalement le long des grandes routes, la Nationale 7 étant la principale concentration de bons restaurants, souvent auberges et hôtels en même temps, sur la route principale des vacances.